Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur CNews pour ce nouveau numéro de Place aux idées avec Eugénie Bastier du Figaro. Bonjour Eugénie. Bonjour. On va se poser plusieurs questions comme toutes les semaines avec ce premier débat, la question trans qui est de plus en plus importante en France et dans le monde, dans le débat public. On l'a vu d'ailleurs ces dernières heures avec une polémique qui oppose Jean-Michel Blanquer et Éric Zemmour. Jean-Michel Blanquer qui avait publié une circulaire fin septembre intitulée « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité du genre en milieu scolaire ». Que contient ce texte? On va tenter de répondre à cette question. Deuxième thème d'actualité cette semaine dans Place aux idées, le référendum sur l'immigration. Est-ce une martingale ou une promesse électoraliste? Après Michel Barnier, Xavier Bertrand, Marine Le Pen ou Éric Ciotti, voilà que Valérie Pécresse a elle aussi cette semaine proposé un référendum sur l'immigration. Enfin, votre invité, Eugénie, cette semaine, c'est Didier Lemaire, qui a été professeur, attrape pendant plus de 20 ans, plusieurs années durant lesquelles ce lanceur d'alerte a publié et multiplié les messages sur la progression du communautarisme dans les banlieues. Bienvenue dans Place aux idées avec Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Merci d'être avec nous. On commence tout de suite. Et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Place aux idées. Eugénie Bastier, vous avez souhaité vous poser cette question cette semaine sur la question trans, de plus en plus prégnante dans le débat public, notamment dans le milieu scolaire, avec cette circulaire dont j'ai parlé dans le sommaire publié par Jean-Michel Blanquer. Est-ce que, et on se pose souvent cette question dans cette émission, est-ce que c'est un débat marginal? Est-ce que c'est un débat anecdotique? Ou cela prend vraiment de plus en plus de place, notamment en milieu scolaire? C'est un débat qui aujourd'hui devient majeur parce qu'un certain nombre d'associations et d'activistes veulent mettre ce sujet dans le débat public. Le ministère de l'Éducation nationale, par la voix de Jean-Michel Blanquer, a décidé de céder finalement du terrain à ces activistes-là en mettant en œuvre cette circulaire qui, sous couvert évidemment de vouloir couper la poire en deux et de ne céder ni aux activistes ni à ceux qui voudraient qu'on ne traite pas le problème, finalement, à mon avis, cède, en tout cas sur le discours, à un certain activisme trans, on pourrait dire même woke, qui veut faire de cette question trans un enjeu majeur du débat. Alors, déjà, cette circulaire, qu'est-ce qu'elle dit et à qui elle s'adresse? Elle s'adresse déjà à l'enseignement primaire et secondaire. Donc, on ne parle pas seulement d'adolescents, mais aussi d'enfants. Primaire, ça commence en CP. Donc c'est quand même, on parle d'enfants qui auraient envie de changer de sexe, ce qui déjà me pose un énorme problème. Ensuite, la circulaire prend acte que la transidentité est devenue un fait dans l'institution scolaire. Il y a de plus en plus de profs qui sont confrontés à ce problème, de plus en plus de demandes d'élèves. Sauf que le problème, c'est que, alors au début, il y a tout un prolégomène, un préambule en disant nous sommes universalistes, la République ne reconnaît pas les identités, nous n'allons pas tomber dans l'identitaire, mais en réalité, on fait exactement l'inverse, parce qu'ensuite, cette circulaire reprend le vocabulaire des woke, il faut le dire, alors que Jean-Michel Blanquer passe son temps à nous dire qu'il n'est pas woke. Je le cite, il reprend la définition de l'OMS. Qui dit la non-congruence entre le genre de naissance et le genre vécu ne constitue ni un trouble psychiatrique ni une pathologie. L'identité de genre est en effet propre à chaque individu et à son ressenti intime. Donc là, on est vraiment dans le catéchisme woke sur la théorie du genre, c'est-à-dire vraiment l'idée que la sexualité, la différence des sexes est une pure construction sociale et que finalement, il n'y a que du ressenti. Alors, que dit cette circulaire également? Elle dit que finalement, elle acte le changement de prénom des enfants et adolescents s'ils le désirent, en accord avec les parents. Donc là, petite finalement concession de Jean-Michel Blanquer, parce que les activistes trans demandent, eux, qu'il n'y ait même pas d'accord des parents, et dans certains pays, ça n'est pas le cas, on va y revenir. Mais aussi, l'établissement peut autoriser l'élève à utiliser les toilettes et les vestiaires conformes à son identité de genre ressentie, ou à occuper une chambre dans l'internat conforme à son identité, etc. etc. Donc on voit qu'on rentre dans une logique d'accommodement raisonnable qui, à mon avis, est sans fin, parce qu'on voit bien les contradictions, par exemple. C'est-à-dire, en même temps, on a droit à une vie privée, mais si un élève se dit... il va y avoir une atteinte à la vie privée parce que forcément, on va savoir que l'élève est transgenre s'il va dans telle ou telle toilette ou dans telle... Si on fait des accommodements raisonnables, ça va donner lieu à toute une sorte de revendications. Enfin, pour moi, c'est sans fin. Et ça, dès le primaire, Et ça, dès le primaire, oui, il faut le dire, dès le primaire. Donc pour moi, je suis, j'allais dire, presque déçue par Jean-Michel Blanquer, qui se voulait le parangon de l'anti-wokisme. Il en parle matin, midi et soir, et qui, là, cède dans cette circulaire, dans les mots et dans le fond, à ce militantisme-là. À quelle fin, Gabriel Cluzel? Parce que c'est vrai, Eugénie Bastier vient de le rappeler, c'est pas vraiment l'ADN de Jean-Michel Blanquer, qui ne cède pas un pied à la tentation wokiste depuis son arrivée rue de Grenelle.
Oui, alors Jean-Michel Blanquer, c'est l'élément le plus conservateur, on va dire. En tout cas, c'est la figure qu'il a proposée dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. On se souvient qu'il avait offert les fables de La Fontaine aux élèves. Ça avait fait grand plaisir à tous les parents souhaitant une éducation traditionnelle pour leurs enfants. Et là, évidemment, on voit qu'il est dans le clin d'œil inverse. On est dans le en même temps. Il fait quand même partie d'un gouvernement en même temps, il ne faut pas l'oublier. Donc évidemment, c'est un appel du pied, il fait du charme aux lobbies LGBT qui sont extrêmement actifs, il faut le dire, et parce qu'en réalité, sa circulaire ne sert à rien. Tous les enfants doivent être accueillis avec bienveillance et gentillesse, quel qu'il soit. C'est donner de l'importance à un problème qui a été... un sujet qui a été monté en mayonnaise, en effet, par tous ces lobbies. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, au moment du mariage pour tous, on nous disait que la théorie du genre n'existait pas et que c'était un fantasme de l'extrême droite, des réactionnaires et des conservateurs. Bon, là, évidemment, c'est un peu compliqué de dire que rien n'est, que cette théorie du genre n'existe pas. Et donc, c'est un réel souci parce qu'on se rend compte que l'école, qui devrait être un endroit où on apprend à lire, écrire, compter, et on voit bien déjà qu'on a du mal à le faire, actuellement c'est la faillite de l'école, eh bien on vient laisser la porte ouverte à tous ces lobbies LGBT. C'est évidemment éminemment dangereux, et Eugénie le disait, parce que ça s'adresse aux classes primaires, aux adolescents qui, on le sait, ont besoin de se structurer une identité. Même l'accord des parents ne me paraît pas suffisant, parce qu'on sait très bien, je vous rappelle le film Guillaume et les garçons à table, qu'il y a un certain nombre de parents, je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage de la mère qui rêvait d'avoir une fille et qui Dieu se fait fait comme si son fils était une fille. On voit très bien que dans l'histoire du monde, il y a des cas de figure comme ça où les parents rêvaient d'avoir un enfant d'un sexe et un nom d'un autre et influent sur lui pour essayer de l'habiller autrement. Donc ça me semble extrêmement gravissime, cette dichotomie entre la biologie et ce qui est proposé aujourd'hui. Et évidemment, Éric Zemmour a mis les pieds dans le plat, et c'est aussi pour ça qu'il rencontre un certain succès, d'ailleurs. On va y revenir à cette phrase prononcée par Éric Zemmour, mais vous vouliez réagir, Eugénie Bastier? Oui, moi je pense qu'on a laissé déjà la religion rentrer à l'école. Maintenant, on va laisser la sexualité rentrer à l'école. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'école que ces débats-là se jouent dans les salles de classe. Je pense qu'il faut afficher une certaine fermeté. D'ailleurs, moi, ça me fait penser tout ce débat au débat qu'il y a eu sur le voile à l'école. On avait de plus en plus de proviseurs et de professeurs qui étaient confrontés à des demandes de porter le voile en classe. Et il y avait, ça c'est à partir de la fin des années 80, parce qu'il y avait un effet de mode d'ailleurs. Et de plus en plus, ces demandes sont arrivées. Et évidemment, les enseignants étaient désemparés. On a demandé à l'État de trancher. L'État a refusé de trancher. Ils ont fait un peu ce que fait la circulaire Blanquer, c'est-à-dire dire finalement on va céder un peu du terrain jusqu'à ce qu'on arrive à la loi d'interdiction du voile à l'école en disant ça suffit maintenant, on sort ce débat-là de l'école, et à l'école on considère que ce n'est pas le rôle de l'école de répondre aux angoisses identitaires des gens. Moi, pour autant, le sujet existe de plus en plus. Oui, alors, mais justement, programme transgenre. Le sujet existe de plus en plus, et je crois d'ailleurs qu'il faudrait s'interroger plus sérieusement sur la nature de ce phénomène. Et d'ailleurs, il y a eu aux États-Unis, moi je l'ai interviewée pour le Figaro, une journaliste américaine qui s'appelle Abigail Shrier et qui a écrit un livre qui s'appelle Irreversible Damage, Dommage irréversible, où elle a enquêté auprès des adolescents et enfants américains qui veulent changer de sexe. Et elle s'est aperçue de deux choses. Première chose, la demande a explosé. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, on est passé de 2 cliniques de genre à 50 aux États-Unis, avec qui proposent le changement de sexe dès le plus jeune âge, avec changements hormonaux, mais aussi chirurgicaux. Donc la demande a explosé, alors que la dysphorie de genre, c'est-à-dire le fait de ne pas naître dans le corps, d'avoir une dissociation entre le corps et l'identité ressentie, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, mais c'était 0,02%. Là, on est monté à 2%. Des adolescents. Et elle explique qu'il y a un phénomène de contagion sociale, notamment dû aux influenceurs qui en parlent énormément. C'est devenu une sorte de mode. Et ce qu'elle remarque, deuxième point, c'est que la demande aujourd'hui est majoritairement féminine, ce qui n'était pas le cas dans les dysphories de genre classiques, où c'était davantage des petits garçons. Là, ce sont des petites filles qui veulent changer de sexe et devenir des garçons. D'ailleurs, première alerte, je me demande pourquoi les féministes ne réagissent pas, parce que des filles qui veulent cesser de devenir des filles pour devenir des petits garçons, c'est pas très féministe comme modèle. C'est-à-dire qu'elles refusent justement d'être des femmes. Ça pose une question. Et donc la demande aujourd'hui, elle est à 75% féminine chez les enfants, et ça, c'est une vraie rupture. Et donc il faut s'interroger sur la nature de ce phénomène. Est-ce que vraiment il n'y a pas une forme d'effet de mode, de contagion sociale qui on sait très bien que voilà, les enfants sont
sont des êtres en formation, en construction, qui sont souvent soumis à une logique de pression de la part des pères. Et il faut être très prudent sur ce sujet. D'ailleurs, je remarque que dans le même moment où on dit que le consentement sexuel pour les enfants est une chose impossible, on l'a dit dans le droit en disant voilà, un enfant ne peut pas consentir à une relation sexuelle. On pourrait dire même au même moment que l'enfant, certes, ne peut pas consentir à une relation sexuelle, mais pourrait consentir à un changement de sexe, qui est encore plus irréversible, parce que je rappelle que c'est quand même des changements hormonaux, soit le blocage de puberté, c'est-à-dire on donne des inhibiteurs de puberté qui retardent finalement la puberté chez les enfants, et c'est des processus qui sont très très lourds. Donc il faut prendre tout ça à la légère, et je crois que voilà, il faut s'interroger sur l'ampleur de ce phénomène. En France, pourquoi une telle ampleur, justement ? Comment ? Pourquoi une telle ampleur ? C'est l'effet de mode dont vous parliez ? Je pense qu'il y a une forme d'effet de mode, oui. Il y a 10 ans, on avait 10 demandes par an en France. Aujourd'hui, on a 10 demandes par mois en Île-de-France. Vous vous rendez compte ? Il y a quand même quelque chose... Et il faut quand même s'interroger. Il y a des pays où on a fait marche arrière, comme en Suède, par exemple. En Suède, qui était un des premiers pays à mettre en place des cliniques transgenres, à s'occuper de ce phénomène, a interdit précisément le changement de genre aux enfants, parce qu'ils sont revenus en arrière, parce qu'ils ont estimé que justement la demande avait explosé, que c'était complètement hors de contrôle. Donc soyons prudents, et je trouve que Jean-Michel Blanquer a manqué de prudence sur ce sujet. Gabrielle Cluzel, vous partagez ce constat ? Oui, évidemment. Alors, il faut savoir que le phénomène est déjà entré dans les écoles. Alors, notamment, moi, j'ai un exemple très précis en Hippocagne, d'un garçon qui est arrivé en classe de latin. Il y a une terreur chez les profs, déjà, qui se soumettent à ça, parce que la terreur woke, c'est pas un mythe. Il est arrivé, le prof a dit « Ah, enfin, un garçon dans mon cours », parce qu'il y a beaucoup de filles. Et puis, elle s'est souvenue qu'il y avait 2 filles qui, en fait, avaient déclaré qu'elles étaient des garçons, donc elle était venue extrêmement rouge. Enfin, il m'a raconté ça. C'était complètement stratosphérique. On voit que les politiques sont soumis à ça. Jean-Michel Blanquer, mais Coralie Dubost, moi je vous renvoie à une vidéo de Mediapart où elle se justifie en expliquant pourquoi sur la loi sur la PMA, le paragraphe concernant l'adoption des transgenres a été exclu, mais on y reviendra après avec un artifice, un artifice de droit, avec une question prioritaire de constitutionnalité. Et le journaliste lui dit, mais rassurez-moi, à la République en marche, vous considérez bien que les trans sont des femmes comme les autres. Donc on voit qu'il y a une espèce de terreur. On l'a vu avec les Anglais, vous savez, vous allez peut-être le dire tout à l'heure, mais il y a aussi Justin Trudeau qui a sorti un tweet absolument hallucinant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, je suis incapable de vous le dire par cœur. La définition. Voilà, il faudrait que je le retrouve très rapidement. 2 LGBT, QQIA+. Alors, on peut compléter à l'infini. 36, 22 étoiles. Bon, on voit que c'est absolument absurde, mais tout le monde se soumet à ça. Donc, évidemment, il faut en finir parce que ça devient alors, risible certes, parce que ça a un côté absolument ridicule, tellement c'est détaché de la réalité, mais c'est pas parce que c'est risible que ce n'est pas extrêmement inquiétant pour nos enfants qui ont besoin de se construire une identité. Je crois que le sujet de l'identité est au cœur aussi de ce débat-là, c'est-à-dire que dans un pays qui refuse les frontières, qui est dans la confusion totale, eh bien on est même dans le refus des frontières biologiques entre un homme et une femme. Oui, c'est orwellien. Vous savez, dans 1984... à la fin, on n'a plus le droit de dire que 2 plus 2 égale 4. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Et au Royaume-Uni, ce débat a pris une ampleur considérable. Vous savez que, par exemple, l'écrivain d'Harry Potter, J.K. Rowling, a pris une fatwa numérique de la part d'activisme trans, parce qu'elle a osé dire justement que le sexe était une réalité biologique. Et elle s'est pris ses livres d'Harry Potter ont été brûlés. Elle a été accusée d'être une TERF, c'est-à-dire une féministe anti-trans. Et ce débat est brûlant. Et même au Royaume-Uni, il y a une vidéo qui est sortie il y a une dizaine de jours où on pose une question, on pose à la télévision, au chef du parti travailliste, cette phrase en disant « Est-ce que dire que seules les femmes ont un col de l'utérus est-il transphobe ?» Et alors, Keir Starmer, il gigote, il bégaye, et finalement il répond, il dit « Cette phrase ne devrait pas être dite. » Vous vous rendez compte, là on est vraiment dans le 2 et 2 plus 4, n'existe plus. Quoi. Et on a même interrogé Boris Johnson qui lui-même ne sait pas répondre à cette question et bafouille, etc. Ce qui montre le degré d'intimidation woke au Royaume-Uni. C'est absolument sidérant. Et d'ailleurs ça a créé des clivages immenses dans la société parce que vous savez que le mouvement woke au Royaume-Uni, c'est la troisième, et placé selon les sondages comme la troisième grande angoisse
des Britanniques. Derrière, je crois, enfin peut-être le Brexit, parce que tellement c'est devenu un sujet de débat public. Et on peut se dire tout cela est ridicule. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle du réchauffement climatique, de l'immigration massive, débattre de qu'est-ce qu'un homme ou qu'est-ce qu'une femme, on a vraiment l'impression que c'est Byzance, c'est le sexe des anges. Vous savez, ils discutaient du sexe des anges à Byzance, ils se dit qu'ils allaient se faire envahir. Eh bien, oui, on en est là. Et c'est une preuve peut-être d'une maladie civilisationnelle qui, à mon avis, va aller très loin. Et d'un mot dans notre dernière minute sur ce débat, Eugénie Bastier, comment ne pas aborder ce sujet après les déclarations d'Éric Zemmour qui compare justement les docteurs qui pratiquent justement ces conversions au docteur Mengele, le docteur nazi qui faisait des expériences dans le camp d'Auschwitz-Birkenau pour répondre justement à Jean-Michel Blanquer. Est-ce qu'Éric Zemmour n'a pas là caricaturé le débat, n'a pas-t-il été trop loin? Alors moi, je trouve que de toute façon, toute référence à la Seconde Guerre mondiale, quand elle peut être évitée, doit l'être. Et de la part de quelqu'un qui subit régulièrement la réductio ad Hitlerum, je trouve que la pratiquer soi-même, c'est un peu maladroit. D'autant que, comme je viens de le dire, il y a énormément d'arguments pour répondre à la question trans sans arriver à cette extrémité. Je crois que pour moi, il y a plein de... On est plus dans une dérive finalement de l'idéologie des droits que dans la répétition d'un projet totalitaire. Mais enfin, il y a une dimension, en effet, en tout cas, c'est vrai, totalitaire. Mais je crois que cette comparaison dessert plutôt le débat parce que il y a toute une liste d'arguments. Et d'ailleurs, je recommande absolument, je voudrais dire à nos auditeurs, le livre de Claude Habib chez Gallimard qui s'appelle La question trans et qui est sorti en septembre. Là, il vient de sortir et c'est un petit livre très très intéressant qui récapitule un peu tous les grands enjeux de cette question. Et c'est pas une question anodine parce que ça pose quelque chose de fondateur qui est la différence des sexes. Qu'est-ce que c'est que la différence de sexe? Une question qui est quand même peut-être le fondement même du lien social. Et voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette question. On marque une pause quelques minutes. On se retrouve ensuite pour parler de l'Arlésienne, du serpent de mer de chaque campagne présidentielle. On y a le droit encore une fois en 2021. C'est le référendum sur l'immigration. Tous à peu près à droite en proposent un. Restez bien avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de CNews. Merci d'être avec nous pour la suite et la deuxième partie de Place aux idées. Eugénie Bastier et Gabriel Cluzel avec cette nouvelle question au sujet du référendum sur l'immigration. Est-ce une martingale ou une promesse électoraliste, Eugénie Bastier? Vous avez souhaité vous poser cette question parce qu'effectivement, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Marine Le Pen, Éric Ciotti et même Valérie Pécresse, qui est considérée à droite comme peut-être la plus modérée, propose un référendum sur l'immigration. Je ne compte même pas encore Éric Zemmour, qui lui aussi le propose, mais qui n'est pas encore officiellement candidat. Donc c'est vrai que ça fait presque 6 candidats potentiels à la présidentielle. On va le considérer comme tel, en tout cas pour ce débat. Voilà, qu'il propose. Donc c'est devenu en fait vraiment la proposition phare, peut-être même, de ce débat phare qu'est l'immigration aujourd'hui. Alors pourquoi cette question du référendum est entrée si fortement dans le débat? C'est d'abord parce que il y a un tel sentiment d'impuissance sur la question du contrôle de l'immigration que finalement on arrive à cette position radicale parce que ce qu'on a déjà essayé ne marche pas. Et évidemment, le précédent des quotas d'immigration qui avait été proposé par Nicolas Sarkozy en 2007, qui n'avait jamais vu le jour en raison de difficultés juridiques et aussi parce qu'après il y avait eu la crise des printemps arabes qui fait qu'il y avait une vague migratoire et que ça avait été rendu impossible, puis plus la crise économique. Tout ça, en fait, on se dit finalement le référendum, c'est la solution pour avoir une solution concrète à la maîtrise des flux migratoires. Alors, en fait, la question, c'est pas tellement faut-il ou non un référendum, mais faut-il ou non modifier la Constitution, parce que c'est ça le cœur du débat. Le référendum n'étant que l'outil pour modifier la Constitution. C'est parce que faire un référendum juste sur l'immigration n'aurait pas de sens, puisqu'après, il serait retoqué si la Constitution n'est pas modifiée. Et c'est ça le cœur du débat. C'est un débat extrêmement intéressant et qui, je crois, est au cœur du dilemme de nos démocraties libérales aujourd'hui, où on voit qu'il y a un conflit de plus en plus ouvert entre, d'un côté, les normes supranationales et la volonté populaire. Et ce conflit-là ne cesse de se radicaliser d'année en année. Alors, c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a eu une telle méfiance des peuples qu'on a mis en place une hiérarchie des normes juridiques avec les traités internationaux au-dessus des lois qui partaient de la question légitime. Voilà, il faut mettre une forme de cadre pour plus jamais il y ait de telles dérives comme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on est peut-être allé trop loin dans le sens où aujourd'hui, l'action du politique est en effet corsetée par le droit. Et on peut donner plusieurs exemples à ça. Le premier exemple, c'est évidemment le regroupement familial, où vous savez, le regroupement familial sur l'immigration, on a voulu revenir dessus en 1978, mais l'arrêt qui voulait revenir dessus a été retoqué par le Conseil d'État, puis en 1993, le Conseil constitutionnel l'a consacré comme un principe
constitutionnelle, ce qui fait qu'on ne peut plus revenir sur le regroupement familial sans changer la Constitution. Et donc ça, c'est le premier exemple. Mais il n'y a pas que la question, d'ailleurs, du regroupement familial. Par exemple, il y a aussi la supériorité du droit européen qui fait que, par exemple, il est impossible d'expulser un étranger, si dangereux soit-il, s'il est, il est exposé dans son pays d'origine à de mauvais traitements. On ne peut pas, par exemple, non plus reconduire une embarcation interceptée au milieu de la Méditerranée dans son pays de provenance, même dans le cadre d'un accord bilatéral entre deux pays. Vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça qui font que finalement on ne peut pas gérer efficacement les flux migratoires parce qu'on est lié par toute une série de normes et de cadres. Et ce débat, il n'existait pas, je remarque d'ailleurs en 2017, c'est un débat qui était un peu marginal, la question du droit. Et il est devenu aujourd'hui de plus en plus important, et notamment parce que en Europe, le conflit est de plus en plus ouvert entre certaines démocraties comme la Hongrie et la Pologne, et le droit européen, qui empêche d'avoir un véritable contrôle. Et on a vu d'ailleurs hier, la Pologne a demandé, a dit que son droit constitutionnel était supérieur au droit européen, en disant voilà, maintenant on a marre finalement de se faire imposer des choses par l'Union européenne. Nous allons dire que notre constitution est supérieure, et ça a été un coup de tonnerre à Bruxelles, en disant voilà, c'est inadmissible. Est-ce que ça va conduire à un exit de la Pologne? On verra, mais tout cela montre que ce débat est brûlant, parce qu'on est au cœur finalement du sujet majeur qui est la marge d'action du politique aujourd'hui et de la souveraineté populaire dans nos démocraties libérales. Et c'est un sujet crucial. Est-ce que, Gabriel Cluzel, ce n'est pas quand même un aveu d'impuissance de passer par cette étape du référendum de la part de l'État qui n'arrive pas à trancher de son propre fait et qui est obligé de repasser par le peuple? De fait, les États se sont laissés ficeler. Maintenant, il faut bien qu'ils retirent le fil dans l'autre sens. Donc, en effet, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre choix que ce référendum, parce que sinon, toute tentative serait vaine. D'ailleurs, vous remarquerez que même à gauche, c'est à droite, c'est vrai que ce référendum est demandé, mais à gauche, le discours a changé sur l'immigration. C'est-à-dire qu'on est passé de non, vous rêvez, l'immigration n'est pas si énorme que cela, et puis d'ailleurs, la diversité est heureuse, oui, c'est un problème, mais on ne peut rien faire, ou c'est très compliqué. Donc ceux qui vous font des promesses vous mentent. Donc vous voyez, c'est quand même un déplacement du discours qui montre que la situation a évolué, la prise de conscience aussi, et de fait, un certain nombre de discours politiques ne peuvent plus être tenus en la matière. Alors la Pologne, en effet, ça a été hier le grand coup de tonnerre dans un ciel clair, et notamment Nathalie Loiseau a poussé des cris d'orfraie en voyant cette décision. Et cependant, il y a beaucoup de Français qui aimeraient que la France emboîte le pas à l'Europe, parce que on a le sentiment que le président de la République, Emmanuel Macron, aujourd'hui, peut toujours dire tout ce qu'il veut, mais il est plus un DRH ou je ne sais pas comment appeler ça différemment, qu'un président de la République. Il organise ce qui lui est imposé, finalement, hein. Donc évidemment, cette situation ne peut plus durer, et c'est pour cela qu'avant tout, il va falloir passer par ce référendum. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est hors des incantations faciles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience pratique. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour en sortir? Là où la droite est fragilisée, c'est qu'on se souvient bien de l'affaire Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que sur la question migratoire, mais pas seulement, sécuritaire, il avait fait beaucoup de promesses aux accents populistes qui avaient séduit un électorat inquiet de droite, et puis finalement, on se rend compte que c'est lui qui a fait en sorte de bidouiller ce traité de constitution européenne, et donc de faire rentrer par la fenêtre ce qui avait été chassé par la porte. Donc ça rend la crédibilité de la parole de droite aujourd'hui menacée. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un désir d'expression du peuple. On a vu notamment pendant la crise des Gilets jaunes, et Emmanuel Macron même promettre un référendum sur un autre sujet qui était le climat. Mais est-ce qu'on est obligé, Eugénie Bastier, de passer par une réforme de la Constitution pour évoquer et pour rétablir des quotas migratoires? Est-ce qu'il y a d'autres solutions que la réforme de la Constitution? Je pense que la réforme de la Constitution sera indispensable, oui, parce qu'aujourd'hui, sinon, le droit par exemple, la CEDH postule le droit à une vie familiale normale. C'est l'article 8, je crois, de la CEDH, qui, étant au-dessus, les traités étant au-dessus des lois en France, fait que le regroupement familial, on ne peut pas le changer par la loi. Il faut changer la Constitution pour pouvoir rendre possible la fin du regroupement familial, ou la fin un certain contrôle de l'immigration économique également. Donc oui, ce sera indispensable. La question,
question, c'est la faisabilité aussi de la chose, parce que il est certain que, étant donné la composition actuelle du Conseil constitutionnel dirigé par M. Fabius, on peut et d'ailleurs, il a commencé déjà à prendre la parole dans la presse en disant nous, on sera très vigilants sur ces questions de référendum. Il s'en est agacé publiquement de ces propositions de référendum, parce que le Conseil constitutionnel doit valider la question référendaire. Et on peut s'attendre à ce qu'il mette énormément de bâtons dans les roues. Il va falloir que le politique soit ferme et peut-être tordre le bras des juges, parce qu'il y a aussi ça, en fait, la question. On sait, en fait, finalement... on s'est créé une forme de Cour suprême à l'américaine en France, avec des juges qui finalement décident du droit et enserrent le bras du politique. Sauf qu'aux États-Unis, la Cour suprême, elle est nommée en partie par le président de la République et qu'il peut, en modifiant cette Cour suprême, changer finalement son orientation politique. Ce qu'a fait Trump, on le sait maintenant, aujourd'hui, on a une Cour suprême qui est plutôt conservatrice parce que Trump a changé les juges. Est-ce qu'il va falloir faire ça en France, c'est-à-dire finalement ajuster le Conseil constitutionnel pour que finalement les juges suivent la politique du gouvernement et la politique, notamment en matière d'immigration, parce qu'il y a ça aussi, il y a un problème finalement, ce sont les juges qui font la loi. C'est plus le peuple, c'est les juges qui font la loi. Donc, est-ce qu'il faut changer ce système-là ou changer les juges? C'est la question qui va se poser. Mais ça pose d'énormes difficultés juridiques. Ça va être un débat, à mon avis, un bras de fer si ça se fait. Mais il faudra que le politique ait le courage d'aller jusqu'au bout. Et ça va nous demander une énorme volonté politique, parce que quand on voit ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, où précisément il y a ce bras de fer qui se met en œuvre et où l'Union européenne est absolument vent debout contre, ou alors il faudra que l'Union européenne change elle-même le contenu de ses lois pour prendre en considération la question migratoire. Et parce que si ça ne se fait pas, s'il n'y a pas d'évolution comme ça du droit, si le politique voit sa marge de manœuvre complètement ligotée par les traités européens ou par les cours suprêmes, eh bien, au bout d'un moment, le peuple en aura ras-le-bol et choisira des solutions qui ne sont pas des solutions de l'état de droit, justement. Oui, et on en parlera dans la prochaine question. Mais simplement, Gabriel Cluzel, est-ce que vous pensez comme Eugénie Bastier que finalement, le politique est corseté, ne peut pas agir en raison d'une part du Conseil constitutionnel pour ce qui est de la France, mais également des traités européens. Et la question finalement, c'est est-ce que ce référendum est une promesse réalisable par tous ces candidats qui le mettent en place dans leur campagne ? Écoutez, il faut bien, en tout cas, c'est une potentialité, c'est une possibilité qui est offerte aux candidats et c'est le début, il faut bien commencer quelque part. Donc ce référendum, oui, me semble réaliste et faisable et en effet, c'est par lui qu'il faut commencer. Après, c'est vrai qu'il va falloir une volonté politique extrêmement forte. Pourquoi les gens ne votent plus aujourd'hui? D'ailleurs, c'est un peu ce qu'expliquait Jérôme Sainte-Marie ici à une précédente émission, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux ont le sentiment que leur vote ne changera rien. Déjà parce qu'ils ont été floués 1000 fois, et puis parce qu'ils voient bien que ça se décide ailleurs que dans l'urne. Donc ils se disent pourquoi aller foirer mon week-end pour finalement me donner l'illusion de faire quelque chose. Donc et évidemment nous en sommes là. Donc si on veut redonner l'envie aux Français d'aller voter, il faut commencer par leur montrer que les politiques suivent leur avis. Moi ce qui m'inquiète, c'est que je vois bien qu'un certain nombre de ceux qui sont dans le concours de l'épine au sujet de l'immigration, eh bien sont poussés dans le dos par l'opinion publique, mais que eux-mêmes n'en ont pas une conviction cheville au cœur. Pardonnez-moi, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais Michel Barnier, c'est quand même... ou alors c'est Saint-Paul sur le chemin de Damas. Vous voyez, il a été touché par la grâce, là, d'un coup, parce que toute sa vie est tout à fait contraire à son discours actuel. Après, on a le droit de changer, à tout péché miséricorde, comme dirait l'autre, mais voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question de voir ça t'insérer soudain. Même Nicolas Sarkozy, qui a des accents barésiens pour nous parler de la terre et des morts, ou à peu près, eh bien, je me dis, mais que n'a-t-il fait? Et je ne suis pas la seule à me lire. Pourquoi, quand il était au pouvoir, il a fait l'exact contraire? Donc c'est vrai que là, on peut là avoir des interrogations parce qu'il va falloir, et Eugénie Bastier l'a dit, une volonté extrêmement forte et de déverrouiller tout ce qui est verrouillé aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. En fait, tous les contre-pouvoirs ont été alignés finalement sur un même schéma politique, donc il faut tout désaligner. Et cela, est-ce que quelqu'un va avoir le courage politique suffisant? C'est la question. Et vous l'abordiez il y a quelques secondes, Eugénie Bastier. Faut-il s'inquiéter d'une remise en cause de l'état de droit par les candidats à la présidentielle, justement parce qu'ils se sentent pieds et poings liés par ces contre-pouvoirs? Oui, justement, c'est la critique qu'on entend et qui monte à gauche. Le Monde a fait un article cette semaine qui était titré
la droite et l'extrême droite à l'assaut de l'état de droit. Alors déjà, moi, première remarque, je remarque que d'ailleurs, quand il s'agit de substituer à l'état de droit le tribunal de l'opinion publique dans les affaires MeToo, par exemple, la gauche n'a aucun problème. Dans ce cas-là, on piétine l'état de droit, le droit du contradictoire, la présomption d'innocence. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand il s'agit des sujets d'immigration, alors là, on pousse des cris d'orfée. Et là, je suis désolée, on ne piétine pas l'état de droit, on veut changer le droit. Ce qui n'est pas la même chose. L'état de droit n'est pas l'état de droit du droit. Ce sont deux choses différentes. Le droit n'est pas quelque chose de figé, d'immuable, sur lequel on ne pourrait pas toucher. Il doit aussi s'adapter aux évolutions de la société. Et peut-être, en effet, que c'est la vision extensive des droits individuels et sans frontiériste que consacrent les cours suprêmes est incompatible avec la préservation même de la continuité historique de l'État-nation. Parce que si les droits n'ont pas de frontières, il n'y a plus de droit. Donc, je pense qu'il faut que ce droit s'adapte à la réalité nouvelle, double réalité nouvelle, une immigration massive qui ne va faire que s'accentuer dans les années qui viennent en raison d'une mondialisation connectée et un échec de l'intégration en France qui fait qu'on n'arrive plus à absorber les nouveaux arrivants. Et ça, le droit doit évoluer et on voit bien que nous sommes liés par un tas de traités qui nous empêchent de répondre efficacement à cette question. Et je pense qu'il faut desserrer les taux. Ce droit est devenu hermétique à la volonté populaire. Il va falloir faire quelque chose parce que sinon, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir un ras-le-bol des peuples qui choisiront justement des solutions non démocratiques, qui choisiront de piétiner l'état de droit parce qu'ils diront évidemment c'est la seule solution si on ne nous entend pas, si on ne modifie pas les lois, si la souveraineté populaire n'est pas écoutée, s'il y a une impuissance totale, eh bien on va mettre en œuvre des solutions radicales et on se souvient du succès de la tribune des généraux en retraite qui avait dit qui avait appelé quasiment à un coup d'État. Eh bien ça, ce sont des symptômes qui doivent nous alerter parce que effectivement, si le droit n'est plus capable de répondre si la politique ne peut plus agir, eh bien la tentation, c'est d'en passer par autre chose et de demander un État autoritaire, voire même dictatorial, pour échapper au droit justement. Et il ne faut pas en arriver là. Donc les juges eux-mêmes devraient prendre conscience de ce à quoi leur obstination va mener. Et c'est ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron. Il y a une fracturation en France entre une tentation de la guerre civile et la générosité. Peut-être qu'il serait d'accord avec vous, Eugénie Bastier. On va s'interrompre quelques secondes et vous recevrez dans la dernière partie de Place aux idées Didier Lemaire, auteur de Lettres d'un hussard de la République. C'est aux éditions Robert Laffont. Il a été professeur à Trappes pendant 20 ans et il a longtemps alerté sur les dérives du communautarisme dans les banlieues. Restez bien avec nous sur CNews. Place aux idées revient dans quelques minutes. De retour sur le plateau de Place aux idées. Merci d'être avec nous sur CNews. Cette semaine, Eugénie Bastier, vous recevez Didier Lemaire, auteur de Lettres d'un hussard de la République. C'est aux éditions Robert Laffont. Oui, bonjour Didier Lemaire, je suis très très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez été pendant 20 ans professeur dans un lycée à Trappes, le lycée de la Plaine de Naufle. Pendant plusieurs années, vous avez été un lanceur d'alerte sur la question du communautarisme. Vous écrivez des tribunes, vous avez aussi participé dans votre lycée à de la formation, etc. Et finalement, il y a eu une rupture après l'assassinat de Samuel Paty où vous avez publié une tribune dans l'Obs où vous alertiez sur l'islamisation dans l'école. Alors, suite à cette tribune, vous avez reçu de nombreuses menaces. Il y a eu tout un conflit avec le maire de Trappes. Et finalement, vous avez un peu décidé de jeter l'éponge, dans le sens où vous avez décidé de quitter l'éducation nationale. Vous allez nous en parler. Et vous revenez avec ce livre, Lettres d'un hussard de la République, où vous revenez sur votre parcours d'enseignant et sur les difficultés, effectivement, que vous avez rencontrées. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est évidemment sur Samuel Paty, parce que la semaine prochaine, dans une semaine, nous commémorons le triste anniversaire de son assassinat. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que cet événement, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous ? Est-ce que ça a été un déclencheur, un déclic, j'allais dire, ou peut-être la goutte qui a fait déborder le vase ? Oui, je crois que tous les enseignants ont été bouleversés par cet assassinat particulièrement barbare. Cependant, ça n'a pas dépassé l'émotion. Il n'y a pas eu de débat politique après l'assassinat de Samuel Paty. Et aujourd'hui, il y a d'autres enseignants en France qui sont menacés, qui ne sont toujours pas protégés. Et donc, je constate tristement que l'éducation nationale n'a pas changé de politique. Elle ne protège pas les enseignants aujourd'hui. Pour vous, depuis un an, il n'y a pas eu de prise de conscience concernant la question de l'islamisation à l'école ? Non, aucune prise de conscience. D'ailleurs, me concernant, j'ai été moi-même envoyé dans un autre lycée. J'ai refusé pour des questions de sécurité à Argenteuil. Donc, l'éducation nationale n'a pas pris conscience du danger, en effet. Donc vous avez décidé de démissionner de ce lycée de Trappes. Pourquoi ? Parce que la situation était devenue intenable ? Je
Je dirais qu'on m'y a plutôt poussé à démissionner, ce que je n'ai pas fait. Donc je suis toujours dans l'éducation nationale, mais sans poste, parce qu'effectivement, comment enseigner en ayant une cible dans le dos, ça me paraît bien difficile. Vous avez reçu des menaces ? Oui, alors les menaces, elles ont été avérées à Trappes, puisque une présidente d'une association bien connue de Trappes a expliqué à une journaliste néerlandaise que si je continuais de parler de l'islam et de l'islamisme et de Trappes, je serais le prochain Samuel Paty. Donc ce sont des menaces quand même assez sérieuses de la part de quelqu'un qui connaît bien la ville. Alors la question, quand on lit votre livre, vous racontez toute votre carrière. Hein, vous avez été enseigné pendant 20 ans au lycée de Trappes et même ailleurs avant, d'ailleurs dans des lycées bourgeois, aussi en banlieue. Donc vous avez vécu plusieurs expériences. Est-ce que vous avez eu l'impression dès le début que la situation était grave dans l'éducation française, ou est-ce que finalement c'est une situation qui s'est empirée au fil du temps, et comment, si c'est le cas, vous situez la rupture? Quand est-ce que ça a commencé finalement à devenir un problème? Ça s'est fait, je pense, progressivement, l'effondrement de l'éducation nationale et de son rôle, de sa mission normalement d'instruire et de former à la citoyenneté. J'ai vu aussi comment l'autorité des professeurs, année après année, a été remise en cause, comment l'administration a pris une sorte de pouvoir sur le corps enseignant. Mais ce qui m'a frappé, c'est dans ce qui s'est passé à Trappes, mon expérience de Trappes, et pour moi, c'était le tournant. Le premier tournant, c'est 2005, les émeutes. Oui. Et je commence d'ailleurs le livre là-dessus, puisque dans notre lycée, cela va aboutir quand même à un mort. Oui, parlez-nous d'ailleurs de ce mort, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas eu de mort pendant les émeutes de banlieue en 2005. Et vous, dans votre lycée, il y a eu un mort. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette personne ? Bien, nous avions un collègue responsable technique dans le lycée qui vivait seul au lycée. Il a été, je pense, abandonné par le rectorat, puisque déjà d'autres institutions avaient été attaquées. Et cet homme, donc, une nuit, Alain Lambert voit son véhicule en bas de chez lui brûlé, ainsi que d'autres véhicules. Il descend, il va respirer les gaz et il va mourir asphyxié. Quelle a été la réaction dans le lycée? Écoutez, les enseignants, eux, n'ont pas bougé. J'ai été un des seuls. Nous avons été 2 enseignants seulement à nous arrêter de faire cours. La proviseure ne souhaitait pas prendre la parole auprès des élèves. Le ministre de l'Éducation nationale d'alors s'est tout de même déplacé. Mais finalement, je n'ai pas vu de changement après cela. Et ce que l'on constate, c'est que ces émeutes qui avaient un caractère à la fois social et politique vont être le début d'une campagne de prise en main de la jeunesse par les islamistes à Trappes. Et comment vous l'avez constaté, cette communautarisation, cette islamisation dans vos classes? Ça s'est manifesté comment? Ça, c'est ce que je raconte dans mon récit, dans mon témoignage, et la progression année après année, d'abord à travers la question du voile, mais pas seulement, le positionnement des élèves en classe aussi qui change, et qui, les 2 dernières années, je constate des élèves qui refusent de faire de la philosophie, non pas parce que ça ne les intéresserait pas, mais vraiment parce qu'ils ont un engagement politique et religieux trop fort. Donc ils sont là, ils sont dans une position, je dirais aussi, de duplicité. Je le constate aussi déjà après les attentats de 2015. J'ai une élève notamment en classe socio-médicale qui, après ma prise de parole après les attentats, cesse de me regarder dans les yeux, cesse de faire de la philosophie en cours, et bien qu'elle ait une tenue tout à fait ordinaire et normale, elle s'habille de façon d'ailleurs assez féminine, je la retrouve un peu plus tard sur le marché de Trappes, habillée, vêtue de noir entièrement. Et quelle a été la réaction de vos élèves dans les classes aux attentats, justement? Est-ce que vous avez senti que voilà, il y avait eu que ce n'était pas la même réaction peut-être qu'au niveau national de l'émotion? Selon les classes, c'est très varié. Il est difficile de faire des généralités, mais il y a eu des classes pour lesquelles il y avait une approbation ou une semi-approbation des attentats de Charlie Hebdo, ou qui renvoyaient dos à dos, en tout cas, les journalistes et les islamistes. Oui. Et alors, il y a une question que vous posez dans votre livre, c'est la question du déni. Il est vrai que je me souviens, moi, qu'une semaine avant la mort de Samuel Paty, Le Monde avait publié un article qui s'appelait « Islamisme, retrouver le sens des proportions », et qui était une critique
d'un livre de Jean-Pierre Aubin. Jean-Pierre Aubin qui avait, on se souvient, fait le rapport Aubin sorti en 2004, qui a alerté déjà sur l'islamisation de l'école. Et donc cet article du Monde, une semaine avant la mort de Samuel Paty, disait attention, on en fait un peu trop sur l'islamisation de l'école, on agite des peurs, tout cela n'est pas si grave que ça, etc. Vous racontez dans votre livre le déni auquel vous vous êtes heurté pendant vos années d'enseignement. Pourquoi, selon vous, il y avait un tel déni et comment il s'est manifesté ? Il y a une explication générale et philosophique. On peut dire que l'homme, de façon générale, a du mal à admettre l'existence du mal et que l'existence du mal aussi appelle à sa responsabilité, à l'action, à une certaine prise de risque. Ça, c'est, je dirais, une réponse philosophique et générale. Après, il y a un contexte politique. Je crois aujourd'hui que le chantage à l'islamophobie et au racisme supposé des gens qui documentent le réel et qui le montrent à voir, nous empêche au fond de prendre la parole. Parce qu'à chaque fois que je fais un constat lucide, c'est moi qui suis mis en accusation avec des intentions tout à fait qu'on me prête, qui sont tout à fait fantaisistes et farfelues. Moi, j'ai enseigné 20 ans à Trappes, j'ai aimé cette jeunesse et j'ai fait ce métier avec passion. Qu'on ne vienne pas m'accuser de stigmatiser mes élèves. Je me suis battu au contraire pour eux. Et vous avez rencontré des dénis, par exemple, de la part de votre hiérarchie lorsque vous étiez enseignant et que vous alertiez sur certains phénomènes ? Écoutez, non. Dans le cadre du lycée, moi j'ai fait pas mal d'actions de prévention pendant des années, y compris d'ailleurs avec le budget de la préfecture des Yvelines, notamment par le théâtre, des ateliers de sociologie, des ateliers d'écriture. Non, je n'ai pas eu de difficultés de ce point de vue-là. Je dirais que la conscience, celle des collègues, est plus flottante. Les collègues, eux, considèrent finalement que les jeunes de Trappes sont des jeunes comme les autres, alors qu'ils subissent tout de même des pressions et une imprégnation idéologique qui finit par rendre le travail quand même difficile. Donc le déni, il est à tous les niveaux. Après, j'ai écrit au président de la République avec Jean-Pierre Aubin en 2018 pour alerter. Et on m'a répondu circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. Et je crois qu'il y a un sondage qui a dit récemment qu'un prof sur deux se censurait en classe. Vous l'avez senti, vous, cette autocensure de la part de vos collègues ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans une de mes classes l'année dernière, les élèves, on avait un psychologue envoyé par la préfecture suite à une action de prévention au théâtre. On leur a donné la parole pendant 1 heure et ces élèves des jeunes filles ont dit mais finalement dans notre scolarité on nous a jamais enseigné la sexualité, l'amour, les questions relatives au désir, comme si ces parties de programme étaient toujours mises de côté pour ne pas créer d'incidents. Et vous racontez aussi dans le livre la manière dont votre témoignage a été reçu dans les médias au moment d'ailleurs après ce meurtre de Samuel Paty, et vous avez été embarqué dans une véritable tempête, ce sont vos mots. Et vous dites d'ailleurs que la quasi-intégralité des messages de soutien que vous avez reçus venaient de la droite, alors que vous, je crois que vous venez plutôt de la gauche. Et comment vous expliquez d'ailleurs la démission de la gauche sur ces sujets de l'islamisme, de la laïcité, et le fait que effectivement, vous n'avez reçu des messages de soutien ou vous n'avez été écouté que par des médias de droite. D'ailleurs, je crois que Le Monde vous a pas trop soutenu à ce moment-là. Et vous avez beaucoup de médias de gauche d'ailleurs qui ont remis en question votre crédibilité en disant que vous seriez en reprenant d'ailleurs les accusations du maire de Trappes qui vous accusait d'avoir menti, etc. Comment vous analysez cette réception ? De la part du Monde, c'est assez surprenant en un sens, puisque j'avais quand même travaillé pendant 1 an avec Ariane Chemin et Raphaël Baquet. J'ai apporté ma contribution par mon témoignage aussi en leur présentant mes élèves qui leur ont fait visiter Trappes, qui leur ont parlé de leurs propres difficultés. Donc on a travaillé quand même pendant 1 an et de façon régulière, et j'étais assez peiné de voir que finalement dans la rédaction du Monde, ces journalistes n'avaient pas pris la parole pour défendre au moins ma probité intellectuelle. Et oui, il n'y avait pas de prise de parole là-dessus. C'est assez triste. Après, je crois que le débat s'est focalisé sur le maire contre le maire de Trappes contre le maire. Ça a été très bien joué de sa part, puisque lui, en fait, il était dans une campagne, il était en pré-campagne, il savait que son élection allait être annulée. Donc il a mobilisé, avec un discours victimaire, il a mobilisé ses électeurs. Et d'ailleurs, il a de grandes chances, je pense, la semaine prochaine de remporter les élections. C'est peut-être pas gagné, mais tout de même, il a fait un bon travail, venant d'ailleurs jusque dans le lycée, violant la loi,
Et il n'a d'ailleurs, là encore, pas de réponse de l'institution. Qu'a fait M. Blanquer suite, il a réagi seulement 4 jours plus tard par un communiqué, mais aucun acte, c'est-à-dire un communiqué. Pour faire quoi? On laisse accuser un professeur de stigmatiser les élèves, de racisme. Autrement dit, ce maire entreprend la colère contre moi dans le lycée, violant la loi, et il ne se passe rien. Vous avez peur aujourd'hui? Enfin, vous avez... Écoutez, depuis le mois de novembre, je sais que ma vie est menacée. Je vis avec, je ne vis pas dans la peur. J'ai toujours répondu à cette question. Non, je ne vis pas dans la peur. Sinon, je ne serais pas là sur votre plateau et je n'aurais pas écrit ce livre. C'est mon combat. Qu'est-ce que vous attendez de l'éducation nationale aujourd'hui? Alors, on est à la veille de la présidentielle. Et de nombreux candidats, d'ailleurs, disent qu'il faut une réforme musclée de l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, de cette institution? Parce qu'on a l'impression que la réforme de l'éducation nationale, on ne sait pas par quel bout la prendre, tant le chantier est vaste à accomplir. Bon, écoutez, là, on ne va pas faire un programme présidentiel, mais... Est-ce que vous avez envie de dire aux candidats à la présidentielle? Écoutez, c'est le premier budget de l'État. Je crois que c'est 60 milliards d'euros, l'éducation nationale, pour un résultat qui est vraiment médiocre. Donc je pense que la nation doit repenser à la fois qu'est-ce qu'on fait de cet argent et aussi les objectifs de l'éducation nationale. Je pense qu'il faut remettre l'autorité du professeur au centre. Il faut que l'éducation nationale redevienne ce qu'elle a été à une certaine époque, si je puis dire, bénie des hussards de la République. Oui. Bien sûr, elle doit instruire et former à la citoyenneté, mais là, il faut la refonder. Je pense que c'est une refondation de l'école qui nous attend. Et vous dites à la fin de votre livre... Je vous cite, « Nous laissons entrer sur notre sol un flot de 300 000 étrangers, pour la plupart pauvres, peu instruits, peu qualifiés, qui n'ont ni les moyens ni le désir de faire partie de notre nation. » Est-ce que l'immigration massive, pour vous, qui est un grand sujet de campagne, est l'une des raisons aussi de la difficulté de transmettre dans des classes où, effectivement, vous le dites au début de votre livre, la mixité n'existe plus parce que vous avez plus de la majorité des élèves qui sont issus de l'immigration? Oui, ça c'est ce que j'ai constaté moi en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que la mixité, elle permet l'échange et elle permet de ne pas avoir de comportements stéréotypés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc il va falloir revoir à la fois notre politique de l'immigration, la politique du logement. Il y a des chantiers énormes qui attendent la France si nous voulons ne pas nous laisser détruire par un ennemi qui, lui, a un véritable projet. Et dernière question peut-être, est-ce que vous avez le sentiment que la loi sur le voile qui a été votée en 2004 a eu un effet positif quand même sur l'école et la manière et a freiné quelque part quand même une forme de communautarisme et d'islamisation, ou est-ce que ça n'a servi finalement à rien parce que le voile finalement il est remis à la sortie de la grille du lycée, ou est-ce que quand même ça a été une bonne... disons qu'aujourd'hui, cette loi, elle existe et elle protège les enseignants d'une certaine pression. Maintenant, il ne s'agit pas d'un signe, à mon sens, religieux, mais d'un signe politique, d'un étendard politique. Et c'est aussi un étendard qui dit que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Donc ça, c'est un problème. Donc le contenu de la loi, je pense qu'il faudra le revoir. Et après, il y a le problème de l'application de la loi dans les établissements scolaires. Parce qu'aujourd'hui, à chaque sortie scolaire, vous avez des jeunes filles qui refusent de retirer leur voile. Ça continue à Trappes, j'ai des témoignages. C'est-à-dire qu'elles mettent le voile dans la sortie scolaire. Elles ne le mettent pas dans l'enceinte du lycée, mais dès qu'on sort du lycée, elles le mettent dans la sortie scolaire. En revanche, j'ai des témoignages aussi. Je sais que dans mon lycée, depuis mon départ, ce sont des collègues qui m'ont rapporté ces propos. Ils ont vu des tapis de prière dans les salles de surveillants. Donc le problème, c'est comment aujourd'hui on fait respecter la loi républicaine dans les lycées. On a un ministre qui ne montre manifestement pas l'exemple et qui en plus repeint la laïcité aux couleurs du communautarisme, ce qui n'est pas une bonne façon, à mon sens, de faire comprendre ce principe sans lequel on ne pourra pas élever des individus dans la liberté. On va conseiller à Jean-Michel Blanquer de lire votre livre, alors, Lettres d'un hussard de la République. Aux éditions Robert Laffont. Merci Didier Lemaire d'être venu dans ce numéro de Place aux idées. Merci Eugénie Bastier. À la semaine prochaine. Et Gabriel Cluzel sera bien entendu avec nous. Merci encore Didier Lemaire. Reste bien sur CNews. L'info se poursuit.